Agrégé de philosophie de sciences politiques, docteur d'État en sciences politiques, ancien ministre évidemment de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui connaissent un vif succès. Ces livres sont traduits dans plus de 30 pays. C'est un chroniqueur régulier sur différents médias. C'est une voix mais surtout une pensée. Nous allons échanger avec lui. Il va échanger avec vous. Vous applaudissez Luc Ferry, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous allez choisir où le micro qui a été placé à cet effet, ou celui-ci. Non, ça va, ça c'est très bien. Impeccable, parfait. Est-ce qu'on m'entend au fond de la classe? Vous avez gardé des habitudes comme ça? Ah ouais, c'est très marquant, vous savez, ces petites choses. Voilà, merci jeune homme, un grand merci à vous pour votre accueil, merci de m'écouter, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer. En attaquant directement par ce qui va bouleverser le monde dans les années qui viennent, à savoir la troisième révolution industrielle. C'est de cela que je vais vous parler. J'y ai consacré un livre qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé à ce livre. Ça m'a pris 4 années de vraies recherches sur cette troisième révolution industrielle qui, je vous le disais à l'instant, va bouleverser nos vies, va bouleverser le monde davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Juste une petite remarque préalable. Aujourd'hui, il y a dans le débat public, dans toute l'Europe, il y a deux théories de la croissance. En gros, il y a un héritage de Keynes. Vous le trouvez chez Marine Le Pen ou chez Jean-Luc Mélenchon, peut-être chez Henri Guénaud aussi, dans la droite libérale, ou plutôt républicaine. C'est l'idée que pour relancer la croissance et l'emploi, il faut augmenter les salaires, notamment les bas salaires, parce que si on augmente les bas salaires, alors cet argent sera dépensé, les petits ménages ne vont pas épargner, ils vont dépenser l'argent, ça remplira les carnets de commandes des entreprises qui créeront des emplois pour répondre à la demande, c'est la fameuse politique de la demande. Et donc tout le monde sera content puisque les bas salaires seront contents parce que le niveau de vie augmentera, le pouvoir d'achat augmentera, les chefs d'entreprise seront contents parce que les carnets de commandes se rempliront et l'État sera content parce que la courbe du chômage s'inversera. Et ça, c'est la grande thèse keynésienne qui est défendue aujourd'hui, partagée probablement par 70% des Français. C'est une vraie catastrophe, hélas, parce que cette argumentation, ce raisonnement n'est pas le bon. La vérité, c'est que Schumpeter a raison, l'autre grand économiste du XXe siècle. Ce qui tire la croissance, c'est l'innovation. Pourquoi? C'est tout bête. L'innovation, elle nous oblige à acheter. Ce qui nous oblige à acheter, c'est l'innovation, la nouveauté. Regardez ce qui se passe du côté des smartphones, des ordinateurs, des voitures. L'histoire de l'automobile est une histoire de l'innovation permanente. Et ce qui nous oblige à acheter, c'est l'innovation. Pourquoi? Parce que l'innovation, elle renvoie à la poubelle les objets anciens, ou elle nous tente par les objets nouveaux, tout simplement. Nous vivons dans la société de la mode. La structure du capitalisme moderne, ce que Schumpeter avait analysé de manière géniale, c'est la structure de la mode. Quelle est la finalité de la mode? La seule et unique finalité de la mode, c'est de démoder. De nous obliger à acheter le nouveau parce que l'ancien est démodé, même si nos vêtements ne sont pas troués, bouffés par les mythes, et qui pourraient nous tenir chaud ou nous protéger de la pluie, on est obligé de changer de vêtements parce que ça n'est plus à la mode, tout simplement. Si j'étais arrivé en pâte d'œuf avec une chemise orange, un col à manger, de la tarte et des favoris comme Macron, je serais ridicule. La mode nous oblige, et pourtant j'ai ça en magasin, probablement dans une armoire. La mode nous oblige à acheter parce que c'est l'innovation qui tire la croissance et l'emploi. C'est la politique de l'offre, c'est ce que défend le MEDEF depuis des années. Et donc seule la politique de l'offre, seule la politique de l'innovation tire vraiment la croissance et règle le problème de l'emploi. Tous les pays innovants d'Europe et d'ailleurs de la planète sont des pays dans lesquels il n'y a pas de chômage. La Suisse est le pays le plus innovant du monde, à cause ou grâce aux laboratoires pharmaceutiques, avec évidemment la Silicon Valley et la Chine, et l'Israël. D'ailleurs, ce sont les 4 pays les plus innovants du monde. En Chine, il y a 3 points de chômage, c'est-à-dire plus que le plein emploi. Vous voyez? Et donc, plus un pays est innovant, paradoxalement, plus il y a des robots, plus il y a de l'innovation, et moins il y a de chômage, pour les raisons que je viens de vous dire. Et donc, l'idée de la fin du travail est une idée totalement absurde, et le RUB encore plus. Peut-être j'en dirai un mot si on a le temps. Voilà le cadre général, mais rentrons maintenant dans ce qui va vraiment bouleverser le monde, ce qui va innover la troisième révolution industrielle. Elle va innover plus que les 2 premières, beaucoup plus vite, beaucoup plus brutalement.
Elle sera très brutale, on y est déjà, et je voudrais vous raconter en quoi elle consiste. Pour comprendre les enjeux, d'abord, avant de voir en quoi elle consiste, cette troisième révolution industrielle, déjà pour comprendre les enjeux, elle a 3 retombées majeures. La première retombée, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative, dont le modèle véritable, ou ce qu'on a appelé l'uberisation du monde, le mot est de Maurice Lévy, mais le modèle véritable n'est pas Uber, le vrai modèle c'est Airbnb. Airbnb, comme vous le savez, c'est l'échange ou la location, si on veut, d'appartements privés via une application qui fonctionne simplement avec trois bricoles, si je puis dire. L'intelligence artificielle, qui sur votre smartphone, sur un capteur, ce qu'on appelle l'Internet des objets, eh bien, l'intelligence artificielle va traiter ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des milliards de données en temps réel, c'est-à-dire en quelques secondes. Et donc cette économie collaborative, dont le modèle est Airbnb, en vérité, elle n'est pas du tout collaborative. Elle est hyper conflictuelle. Demandez aux hôteliers ce qu'ils pensent de Airbnb, ils diront que c'est pas du tout collaboratif. Les hôteliers, ils hurlent en disant « Mais attendez, nous, on a des charges sociales, on a des normes incendies, on a des normes handicap. Vous, les particuliers, vous n'avez pas ces réglementations qui pèsent sur vous. » Et par conséquent, c'est concurrence déloyale, comme les taxis hurlent contre Uber ou les auto-écoles contre les formations sur le web, etc., etc. Et donc cette économie nouvelle, cette économie collaborative, sa caractéristique principale, gardez bien ça en tête, parce que les gens confondent uberisation du monde et compétition. Non, c'est une compétition d'un type tout à fait nouveau. Chez Airbnb, et c'est ça qui est nouveau, et que permet seule l'intelligence artificielle, qui traite le big data en temps réel, donc d'énormes masses de données. C'est la même technologie que sur votre Mini Coyote, si vous voyez ce que c'est, si vous en avez un dans votre voiture, c'est la même technologie. Eh bien, ce qui est caractéristique de l'uberisation du monde, de Airbnb, Blablacar et les autres, ventes privées, c'est que ce sont, grâce à l'intelligence artificielle, des non-professionnels qui concurrencent les professionnels de la profession. Il y a 0 hôtelier chez Airbnb. Il y a 0 restaurateur chez Airbnb. Ils n'ont pas une cuvette de toilette, un mur, un lavabo, une salle de bain. C'est que des gamins, je les connais d'ailleurs assez bien, c'est que des gamins, à moyenne d'âge 25 ans, qui grâce à l'intelligence artificielle créent une boîte absolument fascinante. La capitalisation en bourse d'Airbnb, 30 milliards de dollars. Le groupe Accor dans lequel Sarkozy vient de rentrer, c'est 11 milliards. Et encore une fois, ils n'ont pas un mur. Voyez ? Donc on a là une compétition d'un type tout à fait nouveau qui est rendue possible uniquement par les nouvelles technologies de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire essentiellement par ce cœur de la troisième révolution qu'est l'intelligence artificielle. Sans l'intelligence artificielle, il n'y aurait rien de tout ça. Donc je vais en parler tout à l'heure, expliquer un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas si évident que ça, et c'est le cœur de ce qui va bouleverser le monde dans les années qui viennent. La deuxième retombée, c'est dans le domaine de la mobilité. Là, ça m'a beaucoup intéressé, c'est la fameuse Google Car, la voiture autopilotée sans volant. J'étais dans l'avion d'ailleurs avec monsieur Peugeot, le monsieur Peugeot, qui a été l'exécutif de Peugeot pendant longtemps, et on parlait justement de cette voiture autopilotée, de ce que les firmes françaises étaient en train de nous préparer. Alors, on commercialisera les premières voitures autopilotées niveau 4, comme on dit, c'est-à-dire pas entièrement autopilotées. C'est-à-dire vous pouvez lâcher le volant sur l'autoroute, vous pouvez lire le journal sur l'autoroute, dès 2020. Donc Renault et Peugeot. Elles existent évidemment déjà aux États-Unis. La Google Car a fait des millions de kilomètres aux États-Unis sans accident cet été. Mais en 2030, on aura des voitures totalement autopilotées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de volant. Elles existent déjà, elles sont déjà tout à fait au point. À 2 capis près, elles fonctionnent parfaitement. Plus de volant dans la voiture. Ça veut dire plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, ou dans le Var, où vous voudrez, ou à Biarritz, ou à Paris. Mais non pas parce que le Breton arrête de boire, mais parce qu'il n'y a plus de volant. Donc c'est tout bénéfice. Ça veut dire plus d'accidents de voiture. Donc pour les assureurs, vrai problème. C'est pour ça qu'Henri de Castres a fait cette année un séminaire sur la voiture du futur, auquel j'ai participé d'ailleurs, parce que pour les assureurs, une voiture qui n'a pas d'accident, c'est 80% du chiffre d'affaires qui disparaît. Ça veut dire plus de permis de conduire, plus de limitation de vitesse, plus de feux rouges, plus de parking dans les villes.
Les voitures iront se garer toutes seules. Uber a déjà acheté 100 voitures autopilotées, et donc elles sont au point. Il y a encore 1 an ou 2, la voiture autopilotée. Je déjeunais cette semaine avec un monsieur dont vous connaissez peut-être pas le nom, mais qui est un des hommes les plus importants au monde. C'est monsieur Yann LeCun. Et Yann LeCun est quelqu'un qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. Et un des aspects fondamentaux de l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance faciale. Et il y a encore 2 ans, la voiture autopilotée de Google, quand on lui posait des problèmes vraiment tragiques, où elle était obligée de choisir entre écraser la vieille dame ou le chien, elle savait pas trop, parce que pour reconnaître la vieille dame qui a un limbago d'un gros chien, ça peut être difficile. Et donc maintenant, elle sait. Vous savez combien il faut de photos pour distinguer dans l'intelligence, la reconnaissance faciale, pour distinguer par exemple une lionne d'un guépard ou d'une panthère, il faut plus d'1 million de photos. Et ce n'est pas des algorithmes compliqués, c'est la masse de données qui fait la reconnaissance faciale. Et on met 1 milliard de photos sur Instagram chaque jour. Donc nous donnons nous-mêmes à Facebook, à Google, les moyens de progresser en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale. Et donc aujourd'hui, ces problèmes sont réglés. Et évidemment, la Google Car sait qu'il faut écraser la vieille dame. Non. Et voilà, elle sait qu'il faut écraser le chien, évidemment, mais elle est parfaitement capable de faire la distinction entre les deux. Elle n'a plus de problème, véritablement. Le seul problème qu'on a, c'est qu'elle est quand même plus chère qu'une voiture normale. Problème de coût, c'est le vrai problème. Et puis que pour remplacer un parc automobile ancien par un nouveau, ça prend évidemment du temps. Mais elle sera commercialisée en 2030. En France même, je ne parle pas aux États-Unis, ce sera bien avant, mais la seule question sera, encore une fois, la question du coût. Ça coûte un peu plus cher, même assez nettement plus cher qu'une voiture avec un volant traditionnel, mais les avantages sont tellement énormes qu'on finira par y arriver, ça n'est qu'une question de temps. Et puis la troisième retombée, donc première retombée, l'économie collaborative, dont le modèle est Airbnb, Uber, etc. La deuxième retombée, c'est une révolution dans le domaine de la mobilité. Vous voyez que c'est important parce qu'il y a des millions de chauffeurs de taxis ou de camions dans le monde, notamment aux États-Unis. C'est un métier qui disparaîtra complètement dans 20 ans. Donc la question du travail est posée, évidemment, à partir de cette problématique de l'innovation. J'y reviendrai. Troisième retombée, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est le projet de passer d'une médecine qui était une médecine thérapeutique. On appelait le médecin quand on s'était cassé la gueule, quand on était malade, il était là pour réparer, pour soigner. Et l'idée, c'est de faire au fond ce qu'on fait aujourd'hui pour des grains de maïs OGM, par exemple. L'idée, c'est d'augmenter l'être humain, autrement dit, de passer d'une médecine de la thérapeutique à une médecine de l'augmentation, enhancement en anglais. C'est le mot qui revient des millions de fois dans cette littérature. Je vous rappelle que le projet transhumaniste est financé à coût de milliards de dollars par les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, surtout Google, qui a créé toute une série de filiales qui sont entièrement dédiées au projet transhumaniste. Et l'idée, c'est donc de faire pour les humains ce qu'on fait pour des grains de maïs, nous rendre plus forts, plus beaux, plus intelligents, plus résistants, tout ce que vous voudrez. Et surtout, le vrai projet de Google, avec une filiale qui s'appelle Calico, Californian Life Company, qui a été créée en 2013 avec 500 millions de dollars de dotation initiale, c'est d'augmenter vraiment la longévité humaine. Autrement dit, pas simplement l'espérance de vie, on a augmenté beaucoup l'espérance de vie, mais on meurt toujours à la même date, si je puis dire. En gros, on meurt toujours autour de 100 ans, et encore quand on a la chance d'y arriver. Jeanne Calment, 122 ans, c'est le record mondial. Et donc le vrai projet de Calico, de Google, donc c'est encore une fois une filiale de Google, le vrai projet, c'est de nous faire vivre 150, 180, 200 ans, évidemment en bonne santé. On l'a fait pour des souris. Et les souris, c'est quand même assez proche de nous, c'est pas des insectes, c'est des petits mammifères. Allez voir, vous tapez sur Google, souris transgéniques, Université de Rochester, et vous verrez des petites souris qui vivent 30% plus longtemps que les souris normales. Je pourrais vous raconter comment c'est, mais ça prendrait un peu de temps, mais c'est vraiment génial comme technique. Et ces petites souris, elles vivent surtout beaucoup mieux. C'est-à-dire pas de cataracte, pas de maladie cardiovasculaire, pas de cancer, et mobilité beaucoup plus grande que les souris normales. Et donc le but de Google, de transhumanisme, eh bien, c'est de faire ça pour nous. Philosophiquement, c'est pas inintéressant, c'est l'idée de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois.
C'est-à-dire qui serait à la fois sagesse de l'âge, si vous voulez, si tant est qu'il y ait une sagesse de l'âge, et puis force, beauté, ce que vous voudrez de la jeunesse. Et donc réconcilier les deux avec une humanité qui vivra 200, 300 ans, et pourquoi pas davantage. Et 98% des biologistes sont convaincus qu'on y arrivera. Ça n'est qu'une question de temps. Ça aussi, ça fera partie des bouleversements de l'existence qui vient, pas pour nous, j'allais dire hélas, parce que moi je trouve ça plutôt sympathique comme projet, mais en tout cas, d'ici 3 ou 4 générations, on aura des bébés qui vivront 150 ou 200 ans, probablement sans aucune difficulté, avec beaucoup moins de maladies et beaucoup moins de problèmes liés à la sénilité et à l'âge. Voilà les 3 enjeux majeurs. Et économie collaborative qui va proliférer dans tous les secteurs. On parlait de la banque tout à l'heure, les banques peuvent être parfaitement uberisées avec le système blockchain, donc des transactions qui sont certifiées par les ordinateurs et pas par un notaire ou par un banquier. Elles peuvent être uberisées par le crowdfunding, le financement participatif. Donc tous les secteurs, au fond, peuvent être aujourd'hui uberisés, comme on dit, peuvent être concurrencés grâce justement à cette intelligence artificielle qui permet à des non-professionnels de s'inscrire dans une branche et de concurrencer les professionnels sans avoir aucune qualification. Vous voyez, c'est ça qui est, évidemment est à la fois un progrès formidable et une menace formidable pour tout le monde. À part mon métier, pratiquement tout peut être uberisé. Et on peut remplacer des métiers très sophistiqués, par exemple en radiologie, en cancérologie. En chirurgie, c'est le plus fascinant. Par exemple, pour le cancer de la prostate, surtout si jamais cette catastrophe vous arrive, enfin catastrophe, ça se guérit maintenant, mais n'allez pas vous faire opérer par un chirurgien. Les robots sont 1000 fois plus efficaces que le chirurgien. Ils sont encore pilotés par un joystick, mais dans 5 ans, ils seront pilotés entièrement par l'intelligence artificielle. Mon ami Guy Valencien, qui est un des plus grands chirurgiens français, me disait que lui-même jamais n'irait se faire opérer par un de ses collègues, et il me dit le robot est bien meilleur que moi, bien meilleur, et il est beaucoup plus sage parce qu'il s'arrête quand il y a un pépin, tandis que l'homme a tendance à passer en force. Voilà les 3 retombées. Deuxième élément dans cet exposé, qu'est-ce qu'une révolution industrielle et en quoi consiste la 3e? Et ça, c'est passionnant. Enfin, pour moi, en tout cas, si vous n'avez pas en tête ce que c'est qu'une grande révolution industrielle, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qui va nous tomber dessus dans les 10 ans qui viennent. Il faut avoir l'idée de ce que c'est qu'une révolution industrielle et ce que c'est que la 3e. Donc ça, c'est mon 2e point. Le premier étant les enjeux, c'est-à-dire les retombées de cette innovation qui va être colossale. Les 3 retombées majeures. Il y en aura beaucoup d'autres, mais celles-là, c'est les 3 secteurs majeurs. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut bien voir qu'une grande révolution industrielle, c'est une révolution qui comprend toujours 3 éléments inséparables. Gardez bien ça en tête, encore une fois, sinon on ne comprend rien au présent qu'on vit. Pour qu'il y ait révolution industrielle, il faut que, 1, il y ait une nouvelle source d'énergie qui apparaît. Il faut que 2, cette nouvelle source d'énergie, elle soit capable de produire immédiatement 2 modes de communication nouveaux. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Communication des idées, communication immatérielle, si vous préférez, virtuelle, communication des idées, et puis de l'autre côté, communication physique, c'est-à-dire communication des personnes et des choses, des marchandises, logistique, si vous préférez. Donc transport des idées, transport des marchandises et des personnes. Et ensuite, il faut que cette nouvelle source d'énergie qui permette toujours ces 2 modes de communication idéels et matériels, elle engendre une réorganisation complète de l'économie. Quand vous avez ces 3 éléments, vous avez une révolution industrielle. Je vous raconte très vite les 2 premières parce que ça permet de comprendre la 3e. Celle que nous vivons aujourd'hui. Et vous comprendrez aussi pourquoi c'est idiot de parler de 4e révolution industrielle. Il n'y en a que 3, pour des raisons de fond, ce n'est pas simplement une question de vocabulaire. La première révolution industrielle, on est en 1769, exactement, et James Watt
invente non pas la machine à vapeur, il y en avait déjà des machines à vapeur, mais il invente une machine à vapeur formidable, donc une nouvelle source d'énergie extraordinaire, avec une chambre de combustion interne, de condensation interne, et qui va, très rapidement, cette machine à vapeur, elle va être couplée avec la fameuse machine à imprimer de Gutenberg. Cette machine à vapeur couplée avec la machine à imprimer de Gutenberg, ça vous donne quoi? J'allais très vite, pardon, c'est schématique, mais c'est exact. Ce couplage des deux machines, eh bien, ça va donner les rotatives à rouleau. Les rotatives à rouleau, ça va vous donner communication des idées. C'est la naissance de la grande presse nationale. C'est la naissance de la démocratie. Quoi qu'on pense de la presse, sans espace public national de discussion, sans res publica, sans espace public, il n'y a pas de démocratie. Je déteste la presse, mais je la lis tous les jours. Et puis, ça va vous donner l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'instruction publique à l'époque. Pourquoi? Parce que sans imprimer à bon marché, industriel, il n'y a pas de manuel scolaire. Donc, il n'y a pas d'instruction publique, il n'y a pas d'éducation nationale. Donc, cette révolution énergétique, couplée, donc machine à vapeur couplée avec machine à imprimer, qui donne donc les imprimantes à rouleau, ça vous donne la grande presse et la démocratie, le manuel scolaire, le livre bon marché et l'instruction publique, l'éducation nationale. Et puis de l'autre côté, transport des marchandises et des choses, évidemment, ça vous donne la locomotive, le chemin de fer, le transport donc des marchandises et des personnes. Et puis, l'année d'après, en 1770, eh bien, on va installer les premières, les premières centrales de production dans la sidérurgie. Et donc, c'est tout le monde de la sidérurgie qui va apparaître. Et avec ce monde, ce qui apparaît, c'est tout simplement la classe ouvrière, c'est pas rien. La classe ouvrière, les usines, c'est ça le troisième niveau, c'est-à-dire des unités de production centralisées, avec un big boss à la tête, modèle Schneider. Et puis, évidemment, c'est l'urbanisation de l'Europe. Donc, vous voyez, sur cette première révolution industrielle, on pourrait écrire un livre de 1000 pages ou faire un séminaire d'une année à la Sorbonne. Mais cette nouvelle économie, si je puis dire, à l'époque, qui est l'économie de l'usine, de la classe ouvrière, c'est le capitalisme moderne, avec encore une fois un patron, c'est par avance le contraire de l'économie collaborative, parce qu'on est dans un management qui est totalement vertical et centralisé. Il y a un big boss qui commande de manière centralisée, généralement entouré d'un cabinet comme un ministre, et qui commande à une masse salariale, à une masse de salariés qui obéissent, et qui généralement meurent 2 ou 3 ans après la retraite. Donc le contraire de l'économie collaborative qui, elle, est complètement horizontale, puisque c'est particulier à particulier via une application sur le smartphone, sans passer par un troisième terme. La deuxième révolution industrielle, on est 100 ans après, vous allez comprendre pourquoi c'est épais dans le temps. C'est à la fois la question du travail, vous allez voir pourquoi, et en même temps, la raison pour laquelle il n'y a pas 4 révolutions industrielles, il n'y en a que 3. C'est épais dans le temps, ça dure un siècle. Et vous allez voir pourquoi, c'est très important de comprendre. Toute la problématique fin du travail et Rubé, etc., il y a cette question-là. La deuxième révolution industrielle, on est un siècle après exactement, on est en 1880. En 1880, Edison invente non pas l'électricité, on connaît l'électricité depuis toujours. Vous savez, l'électricité, ça, en grec, ça vient d'électron. Électron, c'était l'ambre jaune. Pourquoi l'ambre jaune? Parce qu'il suffisait, les Grecs le savaient, de frotter un morceau d'ambre jaune sur un tissu et il aimantait une plume, par exemple. Le phénomène électrique. Électricité statique. Et donc on savait ce que c'était que l'électricité, même si on ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais ce qu'Edison invente, c'est tout à fait autre chose, c'est l'ampoule à filament. Cette fameuse ampoule électrique. Il va inventer beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, Edison. C'est un inventeur fou, il invente sans arrêt. Phonographe, par exemple. Il va inventer la radio, il va inventer le micro du téléphone, etc. Et donc, 1 an après, là aussi, on voit apparaître quelque chose de fascinant. C'est la première centrale électrique. Elle est installée à Saint-Moritz en 1880. C'est une centrale hydraulique, mais qui produit l'électricité de manière industrielle. C'est ça qui va tout changer. Et très rapidement après, 10 ans après, même pas 10 ans après, Daimler, le fameux Daimler-Benz, le fondateur de Mercedes, invente le premier moteur à explosion, à essence.
Et très rapidement après, en 1897, Diesel, Rudolf Diesel, celui qu'on va appeler en français Diesel, Rudolf Diesel invente le premier moteur diesel. C'est un moteur sans bougie, avec comment dire, une combustion qui est faite simplement par le taux de compression du pétrole. Et donc on a là deux sources d'énergie, peut-être même trois, en tout cas deux sources d'énergie nouvelles, les centrales électriques et le moteur explosion. Immédiatement, vous retrouvez mes deux modes de communication. Communication des idées, c'est le TSF, pas la TSF, le TSF. Le TSF, c'est inventé aussi par Edison, c'est le télégramme sans fil. Avant, il était filaire, compliqué pour aller aux États-Unis. Là, on invente le télégramme sans fil, puis très rapidement le téléphone, la radio, la TSF, la télévision, et puis de l'autre côté, nouveau mode de transport, de communication des personnes et des choses. On a bien sûr le camion, la voiture, le train électrique qui va beaucoup plus vite que le train à vapeur, et puis l'avion à hélice. Troisième niveau de ma deuxième révolution industrielle, troisième niveau, c'est la naissance des multinationales. Le capitalisme devient international. Sans téléphone et sans avion, pas de multinationales. Vous voyez comment ça fonctionne? Toujours nouvelle source d'énergie, deux modes de communication, réorganisation complète de l'économie. Maintenant, petite parenthèse avant d'attaquer la troisième, qui est celle qui nous intéresse, on est dedans, de plein pied. Pourquoi une révolution industrielle est épaisse dans le temps? Très important, c'est toute la question fin du travail ou pas. C'est épais dans le temps parce que le capitalisme est tragique. Schumpeter l'avait parfaitement compris. C'est un système formidable, le seul qui produise vraiment des richesses. Et comme disait Victor Hugo, pour partager les richesses, il faut d'abord les produire. Le jour où la gauche aura compris ça, on aura fait un grand pas. Macron a compris, mais est-il de gauche? L'idée est donc que pour partager les richesses, il faut d'abord les produire. Pour être social-démocrate, il faut d'abord être libéral. Mais voilà le côté obscur du capitalisme, c'est que les grandes innovations, comme celles que je viens d'évoquer, les innovations que les économistes appellent multi-usages, c'est-à-dire celles qui bouleversent tous les secteurs de la vie, comme l'électricité, comme l'Internet aujourd'hui, comme la machine à vapeur, etc. Ces innovations multi-usages, dans un premier temps, elles détruisent les mondes anciens. Le moment de destruction est extrêmement violent. D'ailleurs, il le sera beaucoup plus dans la troisième que dans les deux premières. Mais il y a toujours un moment de destruction. Et en gros, ce moment de destruction des mondes anciens, qu'est-ce qu'on détruit? On détruit des emplois anciens. C'est rarement les fabricants de bougies qui deviennent fabricants d'ampoules électriques. C'est rarement les chauffeurs de diligence qui deviennent des chauffeurs de camions, etc., ou de trains, ou d'avions. Et donc on détruit des emplois anciens, on détruit des objets de consommation anciens, les bougies par exemple, et on détruit évidemment des modes de vie anciens. C'est ça toute l'histoire du capitalisme. Il déracine, il détruit sans arrêt. Et il recrée sans arrêt. Mais il recrée après, pas tout de suite. Si je devais prendre une comparaison avec aujourd'hui, Amazon va détruire, mesdames au fond de la classe, mais Amazon va détruire assez largement le réseau des libraires. Il y a 3000 libraires en France, il en restera 300 dans 10 ans. C'est inévitable. De même que le réseau des disquaires n'a pas tout à fait disparu, mais presque. Amazon crée beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Mais si vous dites au libraire d'Auxerre qui met la clé sous la porte parce qu'il est concurrencé par Amazon, mon pote, c'est pas grave parce que Amazon crée beaucoup d'emplois. Juste un détail, c'est pas chez toi et c'est pas pour toi parce que c'est pas les mêmes qualifications, les mêmes compétences, ça va pas le consoler beaucoup. Le problème qu'on va avoir n'est pas du tout un problème de fin du travail, c'est un problème de déversement d'emplois qui sont détruits par l'innovation vers des emplois nouveaux qui sont créés par l'innovation, la transition étant très délicate. Et suppose quoi cette transition? Elle suppose un formidable effort du côté de la formation permanente et même de la formation initiale. C'est ça le vrai problème. Je vous donne un exemple parce que c'est la matrice du débat entre les hôteliers et Airbnb ou entre le taxi et les Uber. En France, c'est la première révolte contre l'innovation. On est en 1831 à Lyon. Moi, j'ai dirigé le département de sciences politiques de l'Université de Lyon pendant des années.
Et tous ceux qui ont traversé Lyon connaissent ça, mais spécialement les Lyonnais, parce que c'est leur histoire. On est en 1831 à Lyon, et c'est la révolte, la fameuse révolte des canuts. Les canuts, ce sont des ouvriers tisserands. On les appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des grosses cannes, leurs aiguilles, grosses aiguilles en bois qu'on appelait des cannes. Même chose, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, dans le sud de la France, on voyait encore des pêcheurs qui ravaudaient leurs filets avec des grosses aiguilles en bois, ça s'appelait des cannes, canuts. Ils se révoltent contre quoi, les ouvriers canuts? Ils se révoltent contre une formidable, magnifique machine à tisser. Elle s'appelle la machine Jacquard. Et les plus vieux dans cette salle se souviendront que, en tout cas dans mon enfance, il y avait encore des pulls Jacquard, qui étaient très laids d'ailleurs, parce qu'ils étaient uniquement destinés encore à, ils avaient gardé cet héritage, à illustrer la capacité de broder de la machine. Donc c'était hyper bariolé, il y avait des trucs, des igouigouis de toutes les couleurs dans tous les sens. Et on les mettait exclusivement à la montagne, parce que même en cas d'avalanche sévère, on était sûr de vous retrouver. Mais sinon, cette machine était formidable. Évidemment, les malheureux ouvriers canuts se révoltent contre la machine Jacquard. Pourquoi? Parce qu'elle leur pique les emplois, et ils ont raison. Et en même temps, cette machine Jacquard, ils ont tort. Elle va créer énormément d'emplois. C'est toute l'industrie du textile qui va en sortir. Simplement, c'est pas les mêmes emplois, c'est pas pour eux. Et donc, ils se révoltent contre les machines Jacquard. Et c'est amusant, d'ailleurs, c'est là que le mot saboter prend son sens moderne. Avant, il existait, mais il avait un tout autre sens en français. Saboter va vouloir dire détraquer quelque chose. Pourquoi? Parce que les ouvriers canuts jettent leurs sabots dans les machines à tisser pour les détraquer. C'est de là que ça vient. Après, une fois qu'elles sont détraquées, ils jettent les machines dans le Rhône ou dans la Saône. Et puis, la répression de la police est, comme à l'époque, toujours terrible. Et c'est pour ça que quand vous allez à Lyon, il n'y a pas un seul restaurant lyonnais, un bouchon lyonnais, comme on dit, qui ne propose un plat qui s'appelle la cervelle de canut. Parce qu'elle a été répandue dans les rues de Lyon par la police. Et donc, cette révolte des canuts, c'est exactement l'ancêtre de la révolte des taxis contre Uber ou des hôteliers contre Airbnb. Évidemment, quand on est attaqué par une innovation, c'est atroce. C'est le chômage, c'est la faillite qui se profile à l'horizon. Regardez Kodak, mis en faillite tout simplement par l'argentique est mort, remplacé par le numérique. Et parce que Kodak n'a pas compris ce qui se passait, ils n'ont pas pris le train en marche. Bon. Et donc, on pourrait donner 1000 exemples. Mais ce n'est pas du tout la fin du travail. C'est encore une fois destruction d'emplois anciens, recréation d'emplois nouveaux, avec un problème de transition majeur, un problème de déversement majeur. Donc un problème de formation majeur. Et donc c'est ça qui va se passer. Il n'y aura évidemment pas de fin du travail. Et alors le RUB est la pire saloperie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité, parce que le revenu universel de base, alors les gens gentils comme ça disent « Ah oui, c'est bien ». Bon, pas du tout, c'est la méchanceté absolue le RUB. C'est l'idée qu'on va aller vers un monde où, comme l'innovation va détruire beaucoup d'emplois, pour calmer ceux qui sont au chômage, on va leur filer 600 ou 800 euros par mois, c'est même pas de quoi acheter mon iPhone. Donc vous aurez à terme 70% d'alcooliques teigneux dans le ressentiment, et puis vous aurez 30% de types qui rouleront en Porsche ou en Ferrari ou en Jaguar et qui mépriseront les autres. C'est ça, c'est Panem et Circenses, c'est Juvénal se moquant du pain et des jeux et de la Rome antique qui organise, pour abrutir les malheureux qui n'arrivent pas à vivre, qui organise les jeux. Donc ce serait le pire des systèmes. Le vrai problème qui va se poser, c'est quelle formation donner à nos enfants pour qu'ils ne soient pas victimes de la troisième révolution industrielle, mais pour qu'ils en soient les compléments indispensables. C'est ça la vraie problématique des 10 ans qui viennent. Quel équipement, si je puis dire, quelle formation donner à nos enfants pour les insérer dans cette troisième révolution industrielle? Et puis comment préparer la transition pour les métiers qui vont disparaître? On sait très bien que le métier de radiologue va disparaître, le métier de cancérologue va largement, chirurgien vont être en tout cas très très profondément impactés. Le métier de chauffeur de poids lourd disparaîtra dans 20 ans, c'est une évidence, ça peut pas, ou de chauffeur de taxi, c'est une évidence. Donc il faut anticiper, et c'est évidemment pas ce que font nos politiques parce qu'ils sont gravement handicapés du mulot, donc on est mal barré. Non mais c'est un vrai problème, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe, sinon comment voulez-vous faire? La troisième révolution industrielle, j'y viens, on est encore un siècle après pour les raisons que je viens de vous indiquer.
Il y a un moment, si vous voulez, schumpeterien de destruction, d'innovation qui détruit, ce que Schumpeter appelait l'innovation destructrice. Donc il y a une innovation qui détruit les emplois, les mondes anciens, puis il y a un moment de recréation, mais ces deux moments, donc si on veut un moment keynésien, où on va avoir des nouveaux objets de consommation, des nouveaux emplois, ça va aller mieux. Mais ces deux moments sont épais dans le temps, ça dure chaque fois 50 ans d'un côté, 50 ans de l'autre. Pour l'instant, on vit assez largement le moment de la destruction. D'où le fait que les gens râlent, les taxis, etc., je ne vais pas revenir, ceux qui sont impactés par la troisième révolution industrielle, ils hurlent, ils râlent, ils disent mais c'est scandaleux, on nous pique nos emplois, on nous pique nos entreprises, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième révolution industrielle, on est en 1990, exactement. En 1990, il se passe quelque chose de génial, et je pèse mes mots, pas au sens où parlent nos enfants, un vrai coup de génie. Un Britannique et un Belge, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau, vont inventer le web. Et ce qui va caractériser la troisième révolution industrielle, c'est ça sa particularité. C'est que la nouvelle énergie, c'est l'intelligence. On est dans le virtuel jusqu'au cou. Et l'intelligence, son modèle, l'intelligence artificielle, l'intelligence qui va dominer la troisième révolution industrielle, c'est le web. Ne confondez pas le web et l'Internet. L'Internet existait déjà. Le web, c'est une application de l'Internet, comme votre système de courrier, comme Entourage par exemple. C'est une application géniale, donc inventée par ces deux chercheurs. Et cette application, elle consiste simplement à désiloter le net, casser les silos sur le net. Avant, chacun avait son langage, chaque pays, à la limite chaque entreprise, voire chaque individu avait son langage, fait qu'on ne se comprenait pas. Le web invente un langage commun, il casse les barrières sur le net, il casse les barrières de telle sorte que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et dans n'importe quel point du globe. Pour la première fois de son histoire, l'humanité est entièrement connectée avec elle-même. C'est une révolution inimaginable. Moi, j'ai une fille qui travaille au Pérou, à Lima, ce qui m'enchante moyennement, parce que je l'adore et quand même un pays un peu compliqué. Mais je peux communiquer sur WhatsApp, sur Skype, avec elle, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'importe quand. Ça fonctionne parfaitement. Je vois sa petite bouille sur l'écran de mon portable. Elle se balade dans son appartement pour me montrer à quoi ça ressemble. Tout ça n'existait pas avant. En 2003, quand j'étais à l'Éducation nationale, je me souviens que le gentil gars qui s'occupait d'informatiser vaguement la boîte m'avait installé donc un ordinateur, d'ailleurs un Apple, et puis souvenez-vous, il n'y avait pas encore le haut débit. Vous vous souvenez, on voyait les pages qui s'imprimaient ligne à ligne. Et vous vous souvenez du couinement atroce du modem. Je parle pas de Bayrou, mais non, mais c'était, vous vous souvenez, voilà, le temps que ça prenait. Et mon ami Joël de René me disait, c'est formidable, on peut commander ses billets d'avion, ses billets de train sur le net, tu vois voir, c'est génial. Et je dis, mais attends, mais ça met 2 heures, je préfère, voilà, c'est un truc complet. Et puis quand on a eu le haut débit, on a vu à quoi ça servait. Et aujourd'hui, plus personne ne s'en passerait. Donc c'est la révolution de l'intelligence. La nouvelle énergie, c'est l'intelligence. Et vous retrouvez quand même les deux modes de communication. C'est-à-dire communication des idées. Quand je dis des idées, ça ne veut pas dire génial, ça peut être Hanouna, on est bien d'accord. Ça veut dire communication virtuelle. Et donc communication immatérielle, si vous préférez. Et pour nous, l'essentiel de la communication immatérielle, elle est incarnée évidemment par Google. C'est 97%, et plus on peut rajouter les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et puis mettons WhatsApp, Skype dedans. Mais juste un petit mot, parce qu'il faut le dire à vos enfants. Qu'est-ce qu'on appelle le big data ? Le big data, si vous ouvrez un livre sur le big data, on va vous dire des choses compliquées, avec je ne sais pas quoi, les 4V, variété, volume, vitesse, valeur, etc. Bon, oubliez, le big data, c'est tout simplement toutes les traces, quelles qu'elles soient, que nous laissons sur le web. Que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, Amazon, Google évidemment. Vous voulez changer de voiture, vous allez visiter un site automobile quel qu'il soit, vous recevez immédiatement par algorithme des propositions d'autres marques de voitures. Dites-le à vos enfants, parce que ça c'est un point important, ces traces, donc c'est ce qu'on appelle le big data, c'est des milliards de milliards
de données. Ces traces sont ineffaçables. Et c'est ce que notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, a analysé de manière tout à fait géniale, sous un vocable parlant. Il a dit c'est l'économie bifront, biface. Pourquoi? Parce que le big data, c'est gratuit pour vous. Je vais être très clair. Vous naviguez sur Google, vous parlez avec une copine, un copain sur Facebook ou Instagram, vous échangez des photos, il n'y a pas un compteur qui se met en marche, vous ne payez pas, c'est gratuit. Ça ne coûte rien, vous avez le Wi-Fi, vous ouvrez votre ordinateur et tout est gratuit. Vous naviguez autant que vous voulez, vous appelez sur WhatsApp quelqu'un même à l'autre bout du monde, c'est gratuit. Faux gratuit. Les traces que vous laissez qui sont ineffaçables sont récupérées par Google, par Facebook, par Twitter, etc. Et elles sont revendues aux entreprises pour cibler la publicité, évidemment. En 2011, écoutez bien, parce que c'est quand même fascinant, Google a gagné déjà 55 milliards de dollars juste en revendant nos données, les traces que nous laissons, et qui font fonctionner, par exemple, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, qui permettent à la Google Car de fonctionner parfaitement. Cette année, enfin en 2016, Google a gagné 90 milliards de dollars, juste en revendant nos traces, nos données. Ce qui a fait dire à Tim Cook, qui est le patron d'Apple, et qui déteste Google, évidemment, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est-à-dire qu'on vous vend, vous, vos traces, nos traces, avec un problème à qui appartiennent les données, les data, les données personnelles. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se fatiguer, parce que nous mettons nous-mêmes sur Instagram, sur Facebook, sur Google, tout ce dont ils ont besoin sans le payer. Mais après, c'est revendu aux entreprises qui, encore une fois, ciblent la publicité grâce aux traces que vous avez laissées. Vous naviguez, vous voulez changer votre Renault contre une Mercedes, vous recevez une pub de Audi ou d'Alfa Romeo dans le quart d'heure, ou de BMW, enfin ce que vous voudrez. Voilà. Vous achetez un chargeur d'iPhone sur Amazon et d'autres ont acheté aussi ceci ou cela. Ce sont des algorithmes qui le font à la seconde. Donc vous retrouvez communication virtuelle, communication des idées, si vous voulez, des textes, des films, des photos, etc., ou des sons. Et puis de l'autre côté, vous retrouvez communication physique, à partir de l'invention du web. La communication physique, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, pour l'essentiel, c'est l'Internet des capteurs. Cet Internet des objets, il va tout changer. Il y a entre 10 et 15 milliards d'objets connectés dans le monde. Il y en aura 300 milliards à la fin de la prochaine décennie. Autrement dit, il y en aura partout, dans vos godasses, dans votre chien, dans votre chat, dans votre fille, dans votre fils, il y en aura partout. Et ces capteurs vont bouleverser nos vies, vous ne pouvez même pas imaginer, aucun d'entre nous ne peut imaginer à quel point. Ça permettra, par exemple, de résoudre le problème de la grande dépendance, qui va être le 5e risque pour l'État-providence, qui va être majeur, parce qu'on va avoir beaucoup de vieilles personnes et beaucoup de centenaires dans les années qui viennent, même sans le transhumanisme, on aura beaucoup de centenaires. Et donc on va, par exemple, des start-up qui se créent aujourd'hui massivement pour avoir des capteurs qui permettent de garder les personnes très dépendantes chez elles avec un taux de surveillance extraordinaire. C'est pas simplement des caméras, c'est-à-dire qu'on peut prévoir 3 jours à l'avance si un vieillard va faire une crise cardiaque, par exemple. Et donc on aura la lutte contre le terrorisme, le trafic aérien, la gestion des catastrophes humanitaires, surtout les supply chains, tout le système de logistique va être bouleversé par les capteurs. Et évidemment, toute l'économie collaborative en dépend, puisque s'il n'y avait pas un capteur, un Internet des objets dans votre smartphone, vous n'auriez pas Uber, vous n'auriez pas Airbnb, vous n'auriez pas Blablacar, vous n'auriez rien de l'économie collaborative. Donc il faut l'intelligence artificielle plus l'Internet des objets. Sinon, ça ne marcherait pas du tout. Ça n'existerait même pas. Vous voyez ? Et donc, on a là vraiment une révolution avec, à nouveau, comme vous avez vu, ces deux pans, ces deux secteurs, ces deux sphères de communication. Communication des idées Google, communication des choses, si je puis dire, l'Internet des objets. Et puis, troisième niveau, révolution économique, c'est la naissance de l'économie collaborative. Donc cette fameuse économie dont j'ai déjà parlé, qui fonctionne donc avec une intelligence artificielle qui traite le big data sur des capteurs à la vitesse de la lumière. Quand vous appelez un Uber à Paris, ça ne met jamais plus de 2 minutes, 3 minutes maximum. Et tout de suite, vous savez, en quelques dizaines de secondes. Et en plus, c'est beaucoup mieux que les taxis. J'espère qu'il n'y a pas de chauffeur de taxi, je vais me faire tuer. Mais moi, je vais vous dire, j'ai encore à la maison 2 filles qui ont 16 et 17 ans.
adorable, mais ces petites choses, ça sort la nuit. On ne peut pas les clouer à la maison, hélas. Et donc, quand elles sortent et qu'elles rentrent tard, c'est-à-dire tôt, d'une soirée à 3 heures du matin, par exemple, j'aime 1000 fois mieux qu'elles prennent un Uber plutôt qu'un taxi. Quand elles prennent un Uber, ça sonne dans mon oreille, donc je sais, immédiatement la carte s'affiche, je sais exactement à 10 mètres près où elles sont, par où elles passent, j'ai le numéro de téléphone du gars, j'ai l'immatriculation de sa voiture et son nom. J'ai le trajet. Quand il s'écarte du trajet, je téléphone, ça m'est arrivé. Et le type me dit, je suis désolé, mais il y a une rue qui est fermée ou je sais pas quoi. Et puis quand elles arrivent à la maison, ça sonne à nouveau, je sais qu'elles sont en bas. Et si elles ne sont pas rentrées au bout d'un quart d'heure, c'est qu'elles fument un pétard, j'ouvre la fenêtre et je gueule comme un âne. C'est très utile, croyez-moi. Et ça coûte 40% moins cher qu'un taxi. Pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas ? Et c'est ça l'ubérisation du monde, c'est ça la nouvelle concurrence. Pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas ? Il n'y a aucune raison. Et donc on a là des conflits qui sont compliqués à résoudre, parce que les taxis ont raison de râler, mais les Uber ont raison de dire qu'ils sont meilleurs que les taxis. Et d'ailleurs la preuve, c'est que les taxis essayent d'imiter Uber maintenant, la G7 essaye de mettre en place la même application que Uber, mais c'est trop tard. Quand on a pris du retard dans le monde capitaliste, ça se rattrape très mal. Les autres ouvrent la place. Troisième élément de mon exposé. Premier élément, c'était les 3 enjeux de la révolution industrielle. Le deuxième élément, c'était les 3 révolutions. Et ce qui caractérise la troisième révolution, c'est donc l'économie collaborative, c'est complètement l'inverse de l'usine, hein, peer-to-peer, particulier à particulier. On est dans un management complètement horizontal. Des particuliers échangent entre eux des appartements uniquement via une application qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, le big data et l'Internet des objets. Point final. Troisième et dernier élément, puis je conclurai avec ça, après, sur les questions, très rapidement, d'éthique. Je ne suis pas du tout un moraliste, la morale m'a toujours emmerdé au dernier degré, mais je voudrais parler de régulation. C'est beaucoup plus intéressant que de parler de morale. Comment on doit régler les conflits qui vont naître? Qu'est-ce que c'est qu'une régulation de Airbnb hôtelier, Uber taxi? Comment réguler la troisième révolution industrielle? Laissons de côté la morale est une affaire privée, à mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a, donc troisième et dernier élément de cet exposé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la troisième révolution industrielle? Il y a 8 innovations géniales. Je vous les nomme simplement et je développe simplement 2 d'entre elles, parce qu'elles sont vraiment vitales. Peut-être même une seule pour pas parler. Oh là, trop longtemps. Oui, c'est bizarre ce truc. Et il y a les fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme. Cognitivisme, c'est en fait la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est un anglicisme. Donc nanotechnologie, biotech. Biotech, c'est essentiellement le séquençage du génome, qui est commencé en 1990, moi j'y avais travaillé avec le CEF. Il est commencé en 1990, le premier séquençage du génome humain, il est achevé en 2003. Il a coûté, mes amis, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage de génome, par exemple pour séquencer une tumeur cancéreuse qui permet de faire des thérapies personnalisées, et ce qui suppose l'intelligence artificielle, parce qu'une cellule cancéreuse, elle mute 2,5 millions de fois dans sa vie. Donc sans intelligence artificielle, pas de séquençage du génome. C'est l'intelligence artificielle qui a permis de séquencer le génome humain. Aujourd'hui, un séquençage de génome, un global, ça coûte 300 $, c'est rien. Et un complet fanatique, ça coûte 1 500 €. Vous avez entendu parler d'Angelina Jolie, c'est ce qu'elle a fait. On lui a dit, tu as 95% de risque d'avoir un cancer du sein, ablation des seins. Ça, pour les femmes, le DPNI, l'amniosynthèse, c'est mort, c'est fini, faites plus jamais ça. On pratique un diagnostic prénatal non invasif. J'ai fait 3 ans de biologie, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est très fascinant. Avec l'intelligence artificielle, on séquence le génome du fœtus. Les algorithmes séparent le génome de la maman, quand elle est enceinte, du génome du fœtus. On séquence donc le génome du fœtus et on peut repérer non pas simplement la trisomie 21 comme avec l'amniosynthèse, on peut repérer une centaine de maladies potentielles avec un pourcentage de risque pour chacune d'entre elles qui vous est indiqué quand vous faites ce genre de choses. Voyez ? Et donc, évidemment, c'est à la fois formidable parce qu'il n'y a plus d'avortements provoqués par l'amniosynthèse qui est très invasive, qui provoque une centaine d'avortements non voulus par année en France. Donc c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr, pardon, beaucoup plus facile. Juste une petite goutte de sang suffit, on pique le bout du doigt puis c'est fini.
Mais en même temps, ça pose un problème éthique pour le coup très important. Jusqu'où ira-t-on dans l'élimination d'un fœtus quand on peut repérer une centaine de maladies potentielles avec pour chacune d'entre elles un taux de probabilité, un pourcentage de probabilité. 97% des femmes en France qui ont fait une amniosynthèse et qui découvrent qu'elles sont porteuses d'un enfant affecté de la trisomie 21 avortent. 97%. Donc vous voyez, ça pose des problèmes réels. Quand on saura repérer, je ne sais pas quoi, la chorée d'Huntington, tel ou tel cancer, voilà, la mucoviscidose et mille autres choses, enfin en tout cas une centaine, jusqu'où ira-t-on dans l'eugénisme? C'est un vrai sujet, voilà, à mon avis on ira, mais jusqu'où? C'est le vrai problème. Je ferme la parenthèse. Et donc, ça c'est NBIC, et puis, donc cognitivisme, je vais y revenir, j'ai presque fini, mais il y a 4 autres innovations géniales qui vont avec, elles sont convergentes. Il y a les imprimantes 3D. Vous avez vu qu'on imprime non seulement des maisons ou des carrosseries de voitures, on a imprimé des maisons entières, genre Formule 1. On a imprimé des maisons entières en Chine, mais on imprime surtout, ce qui est plus fascinant, des tissus humains. On a imprimé par exemple une oreille entière. Un type s'est fait bouffer son oreille par son chien. On lui en a recollé une, mais fabriquée entièrement par une imprimante 3D. Dans 20 ans, on fabriquera des cœurs et des foies. Ça, c'est vraiment le plus fascinant. C'est vraiment incroyable de voir ces tissus biologiques qui sont imprimés comme ça, couche par couche. C'est très impressionnant. Vous avez donc les imprimantes 3D, l'hybridation homme-machine, qui va aller très vite, très très vite, le cœur de Karmat, mais vous avez vu que, peut-être dans la presse, un tétraplégique américain qui était incapable de bouger même un millimètre un ongle, même un petit doigt, un millimètre. On lui a mis des implants dans le cerveau et on le voit boire un café sans renverser la tasse de café, sans aucun problème. Donc on peut redonner, là encore, avec hybridation homme-machine, une certaine mobilité à des personnes tétraplégiques. Elon Musk, vous voyez qui est Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, de l'Hyperloop, l'inventeur de PayPal. Elon Musk a créé tout récemment, il y a quelques semaines, une boîte qui s'appelle Neuralink et qui est destinée justement à réfléchir sur les implants cérébraux. Le projet d'Elon Musk est de faire en sorte que nous soyons connectés à l'intelligence artificielle pour ne pas être dépassés justement par cette intelligence artificielle. Je laisse ça de côté, mais c'est un projet inquiétant, fascinant. Voilà. Mais en tout cas, Elon Musk n'est pas un débutant, c'est pas un fou. Il a créé parmi les plus belles entreprises du monde. Donc, il faut faire attention à ça, j'y reviendrai. Et puis après, vous avez évidemment la robotique. Regardez les robots de Boston Dynamics, encore une filiale de Google. Ils sont incroyables. Ils courent dans la forêt, j'allais dire comme vous et moi, mieux que moi. Et puis, il y a la recherche sur les cellules souches, très importante. On vient de découvrir, en 2012, Yamanaka, prix Nobel de médecine, a reçu le prix Nobel parce qu'il a découvert que même les centenaires avaient des cellules souches. Très important. Les cellules souches, on pensait jusqu'alors qu'elles étaient seulement embryonnaires, qu'il y en avait dans le cordon ombilical, mais qu'il n'y en avait pas après. Les cellules souches, vous savez, c'est les cellules qu'on appelle totipotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fabriquer n'importe quel tissu. Elles peuvent fabriquer du cœur, du foie, de l'œil, de l'oreille, ce que vous voudrez, parce qu'elles ne sont pas encore spécialisées. C'est donc les cellules embryonnaires. Or, on a découvert que sous la peau, on a des cellules qui s'appellent des fibroblastes, et qui sont des cellules souches totipotentes, même chez les centenaires. Donc on peut prélever, Yamanaka l'a fait, il a prélevé des cellules souches, les fibroblastes, chez des adultes, chez des centenaires, il a fait exprès pour montrer qu'elles existaient même chez les centenaires, et il a fabriqué des souriceaux avec 2 papas souris, pas sans femme. Pourquoi? Parce qu'on peut les reprogrammer pour en faire des spermatozoïdes ou des ovules, puisqu'elles sont totipotentes. Voyez. Donc ça, c'est encore une ouverture sur les bouleversements de la sexualité. Pour les couples homosexuels, évidemment, c'est très très important. C'est des choses qui paraissent aujourd'hui anecdotiques, mais qui sont appelées à bouleverser le monde. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est pour vous dire que la recherche sur les cellules souches est aussi un aspect très très important de cette 3e révolution industrielle, et que c'est un secteur économique incroyablement florissant en Suisse, en Israël, aux États-Unis, en Chine évidemment. N'oubliez pas, d'ailleurs j'en profite puisque je viens de dire la Chine, n'oubliez pas que les BATX, qui sont l'équivalent des GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, vous avez exactement l'équivalent chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, et ils sont plus puissants que les GAFA aujourd'hui.
notamment en matière d'intelligence artificielle, ils sont en avance sur la Silicon Valley. On n'en parle pas assez parce que la Chine va bouleverser le monde. Personne n'en parle. Enfin, on est une dizaine en France à en parler, mais c'est fascinant que ce soit à ce point méconnu. Les BATX sont aussi puissants que les GAFA. Je développe simplement un tout petit point avant de vous laisser en paix sur l'intelligence artificielle, parce que c'est le cœur. Sans elle, pas de séquençage du génome, ni Angelina Jolie, ni thérapie personnalisée du cancer. Et sans l'intelligence artificielle, pas d'économie collaborative. Uber et Airbnb n'existeraient pas. C'est elle qui traite aussi bien des milliards de données. Une tumeur cancéreuse, c'est des milliards de données. On a calculé que pour séquencer le génome d'une tumeur cancéreuse, qu'on fait très très bien aujourd'hui, à Gustave Roussy par exemple à Paris, pour séquencer le génome d'une tumeur cancéreuse et faire donc une thérapie personnalisée, savoir à quel médicament la cellule cancéreuse répond ou ne répond pas, eh bien il faudrait 40 ans à un oncologue pour la séquencer. L'ordinateur le fait en 2 minutes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Même chose pour traiter les milliards de données qu'il y a là-dedans pour Uber, par exemple. Quand vous arrivez, j'étais l'autre jour, je ne sais pas où, j'étais à Mexico, Uber marche à Mexico avec la même application. Et donc c'est incroyable. Je ferme la parenthèse. Juste un mot donc sur l'intelligence artificielle. Ne confondez pas les deux. Il y a l'IA faible, l'IA forte. L'IA faible, l'intelligence artificielle faible, c'est celle qui, dès 1997, est capable de ratatiner littéralement le champion du monde d'échecs, c'est-à-dire Kasparov à l'époque. Champion du monde d'échecs, on lui met en face un petit ordinateur, Deep Blue, et Deep Blue le ratatine. Vexé quand même. Là, encore la semaine dernière, l'ordinateur AlphaGo a ratatiné littéralement Lee Sedol, qui est le champion du monde de jeu de Go. Beaucoup plus difficile que le jeu d'échecs. Le mois dernier, l'intelligence artificielle a été capable de battre les 4 meilleurs joueurs de poker. C'est très difficile pour une machine parce qu'au poker, il faut mentir, il faut bluffer, mais il faut aussi savoir quand l'autre bluffe. Et donc ça, c'est quand même compliqué pour une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui lui permet de fonctionner? C'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle apprend jour et nuit. L'ordinateur apprend jour et nuit en jouant des parties en permanence contre lui-même. Donc il ne s'arrête jamais. Et donc sa progression est exponentielle au sens mathématique. C'est-à-dire qu'il double sa puissance tous les 6 mois, ce qui est hallucinant. Donc on est au tout début de l'intelligence artificielle. Dans 10 ans, dans 20 ans, on ne pourra même pas la reconnaître. Allez voir sur Twitter, sur Facebook, les remarques de Lee Sedol qui a été battu par l'ordinateur, par AlphaGo. Et il dit, mais il avait déjà été battu l'année dernière. Il dit, l'année dernière, AlphaGo était encore à peu près humain. Et il dit, mais cette année, he's God. Il est Dieu, parce qu'il ne comprend même pas d'où viennent les coups. Il est ratatiné, il ne peut même pas gagner une demi-partie. Et c'est rien de rien, à côté de ce que cet ordinateur sera dans 10 ans, parce qu'il apprend constamment par le deep learning en jouant contre lui-même. Et c'est cette intelligence artificielle aussi qui a battu aux États-Unis le champion de Jeopardy, qui est un jeu télévisé en anglais, en langue naturelle, et qui en gros consiste à ce que l'animateur donne la réponse et le candidat doit trouver la question, ce qui est assez tordu. Par exemple, je vous dis Danny Cohn-Bendit, la question était qui était le leader des étudiants à Paris en 68. Pour un ordinateur, c'est compliqué. Alors écoutez-moi bien, parce que ça paraît une blague, mais ça n'est pas une blague. L'ordinateur Watson, l'ordinateur d'IBM, a été capable, pour battre le champion de Jeopardy, tenez-vous bien, de décrypter correctement 200 millions de pages par minute. Vous voyez ? Donc on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Et Elon Musk, ce qu'il veut faire, c'est nous connecter à cette intelligence artificielle par des implants cérébraux pour qu'on ne soit pas dépassé par elle. Non mais c'est fascinant. On croit que c'est une blague, mais ce n'est pas du tout une blague. En 2015, Elon Musk, Bill Gates, vous voyez qu'il y a Bill Gates, c'est quand même pas un clown, Stephen Hawking, donc l'un des plus grands physiciens au monde, signent ensemble avec 3 chercheurs, les 3 chercheurs signent ensemble avec 1000 chercheurs les plus grands du monde entier dans les domaines de l'informatique et de l'IA, ils signent une pétition contre l'intelligence artificielle forte. Et Stephen Hawking déclare, si jamais l'humanité... Allez voir ça sur Google, c'est fascinant, allez voir les entretiens de Zuckerberg, d'Elon Musk, de Stephen Hawking.
Tous disent la même chose. Zuckerberg dit, le patron de Facebook, si je devais indiquer quel est le plus grand danger qui pèse sur l'humanité, c'est l'IA forte. Et Stephen Hawking dit, si on parvient à l'intelligence artificielle forte, ce sera un grand pas en avant pour l'humanité, mais ce sera le dernier, parce qu'on aura fabriqué un être qui sera darwinien, c'est-à-dire qui n'aura qu'une idée, c'est de nous éliminer, nous. Et ça me permet de vous dire un mot sur l'IA forte. A rien à voir avec la faible. Ne confondez pas les deux, tellement de gens les confondent, ça n'a rien à voir. L'IA forte, c'est le vrai projet de Google, qui a créé en 2008 l'Université de la Singularité, dont le seul et unique objet est de parvenir à l'IA forte. Qu'est-ce que c'est que l'IA forte? C'est l'idée de fabriquer un vrai cerveau en silicone. Autrement dit, d'imiter parfaitement les connexions neurales qui sont les nôtres. Donc de fabriquer une machine qui n'aura pas simplement une capacité de calcul hallucinante, comme l'IA faible, comme Watson ou AlphaGo, ou Deep Blue, mais il s'agit de fabriquer une machine qui aura la conscience d'elle-même, une vraie intelligence, pas simplement le calcul. Donc la conscience de soi qui sera capable de prendre des décisions et qui aura des émotions, puisque le cerveau est le siège des émotions. C'est le principal organe sexuel, le cerveau. Donc c'est là que ça se passe. Et donc ils veulent fabriquer ça, et moi au début, j'ai beaucoup discuté avec eux, puis je me rigolais un peu, je disais, attends, science-fiction. Et puis en fait, j'ai compris ce qu'ils avaient en tête. Ce sont des matérialistes. Donc juste, je vous donne le principe de leur réflexion. Ce sont des matérialistes, ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes déjà des machines. C'est ça l'idée. Ils pensent que nous sommes déjà des machines, c'est-à-dire que contrairement aux chrétiens, par exemple, ils ne pensent pas qu'il y a d'un côté l'âme qui va s'envoler au ciel quand le corps sera pourri, mort, et puis de l'autre côté le corps. Ils ne pensent pas qu'il y a d'un côté la pensée, puis de l'autre côté le cerveau. Ils sont monistes, ça ne fait qu'un seul. Et ils disent, argument bête mais assez fort, la preuve que ça fait qu'un seul, c'est que si je vous détruis le cerveau, vous penserez beaucoup moins bien, ce qui est vrai. Mais oui, c'est pas idiot. Et donc ils sont monistes et matérialistes. Donc ils pensent que ça n'est qu'une question de temps qu'on arrivera à fabriquer des connexions neurales qui ressembleront aux nôtres, que c'est qu'une question de complexité et de temps. Et en 2013, Google Brain, encore une filiale de Google, fabrique 2 séquences de silicone, de neurones en silicone, qui discutent entre elles. Là aussi, ne me croyez pas, allez voir. Fascinant. Elles inventent un langage et elles discutent entre elles en permanence. Donc on en est très proche. Yann LeCun me disait l'autre jour, mais évidemment qu'on y arrivera. Alors il y a des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas, je ne vais pas trancher le débat, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que l'IA faible, elle est déjà là, et qu'elle est capable de remplacer, non pas simplement la caissière du G20, mais des métiers extrêmement sophistiqués en analyse juridique, en analyse financière, en cancérologie, en radiologie, en chirurgie, et donc on a là des métiers qui seront impactés, et qui, je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas simplement des métiers mécaniques ou automatiques, mais qui sont des métiers de bac plus 25. C'est ça le vrai problème. Et donc, voilà, la question de l'éducation, elle est là, pour nos enfants. Comment rendre nos enfants complémentaires de l'IA? Allez voir l'intervention de Laurent Alexandre là-dessus au Sénat en janvier. Vous tapez Laurent Alexandre, intelligence artificielle Sénat, vous trouverez 20 minutes qui sont formidables, magnifiques, géniales. Et ce qu'il explique très bien, c'est que si l'équation IA plus travail humain égale IA, on est mort. Il faut que IA plus travail humain égale plus que l'IA. Et c'est tout l'enjeu de l'éducation qui vient, et de la formation permanente, évidemment. Sinon, on sera en effet remplacé par des robots, par l'intelligence artificielle dans 20 ans, dans 30 ans. Elle va progresser, encore une fois, de manière hallucinante. Je termine avec juste 2 remarques, et puis je vous laisse en paix. Régulation, puisque le sujet éthique. La régulation, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que ces technologies, je viens de vous le dire, notamment celle du deep learning, ça va très 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 vite. Donc on arrive comme les carabiniers quand on régule. Deuxièmement, c'est très 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 compliqué. Je vous disais, pour écrire mon livre, j'ai mis 4 ans, et puis j'avais fait avant 3 ans de biologie à un assez haut niveau. Ça demande un investissement énorme. Nos politiques n'ont évidemment pas le temps de faire cet investissement, et donc ça va très vite, c'est très compliqué, c'est très technique. Pour comprendre ce qui se passe, c'est vraiment compliqué. Et 3e point, c'est le plus important, c'est mondial. Ce qui fait que les législations ou les régulations nationales ne servent absolument à rien.
À rien. En France, on a interdit l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur, pour les femmes seules, non mariées. Bon, c'est autorisé à Bruxelles et à Londres. Donc c'est complètement con, à part faire plaisir au lobby catholique du Sénat, ça ne sert strictement à rien. Juste, ça oblige les Françaises à prendre le train. Ce qui n'est pas une catastrophe, il y a de payer plus cher. Donc ça favorise les bourgeoises, mais ça ne change rien à rien. Si nos régulations ne sont pas au minimum européennes, elles ne servent strictement à rien, sinon à encourager le tourisme médical. Vous voyez, ça ne sert à rien. Donc c'est compliqué. Et ce sera d'autant plus compliqué qu'on a affaire à ce que les Grecs eussent appelé des conflits tragiques. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit tragique dans la grande tragédie grecque? Ça n'est pas un conflit entre des bons et des méchants, c'est un conflit entre des bons et des bons. Tout le monde a raison. Autrement dit, reprenons le cas d'Airbnb, les hôteliers ont raison quand ils râlent en disant « mais attendez, nous on a des normes handicap, normes incendie, salariales, etc. » Mais les Airbnb ont raison de dire « mais foutez-nous la paix, on est des particuliers, laissez-nous nous organiser, ça ne vous regarde pas. » Les deux légitimités sont équivalentes, c'est ça le tragique. Et c'est beaucoup plus difficile à réguler que quand il y a, ce qu'adorent les intellectuels français, des bons et des méchants. La vérité, c'est que les conflits tragiques, il y en a partout. Je connais très bien l'Ukraine. Si j'étais ukrainien de l'Est, je vous garantis que je serais pro-Poutine. Et si j'étais en Crimée, encore plus. Mais si j'étais un Polonais de Kiev, probablement je serais sur la place Maïdan. Même chose en Israël. Si j'étais un Palestinien de 15 ans, je serais probablement bêtement antisémite. Et réciproquement, si j'étais un Israélien de 15 ans. La vérité, c'est que c'est très difficile de s'arracher aux points de vue qui sont presque automatiquement les nôtres en fonction de la place qu'on occupe dans le monde. C'est ça les conflits tragiques. Les deux ont raison, donc c'est pas des bons et des méchants, c'est des bons et des bons, ou des mauvais et des mauvais, si vous voulez, mais des légitimités équivalentes. Mon dernier point, pourquoi, je vous le disais en commençant, les 4 pays les plus innovants du monde sont, je parle de la structure de l'innovation, on a des très belles entreprises en France, Blablacar, on a même des licornes, mais la structure scientifique et technique de l'innovation, elle est américaine, chinoise, israélienne et suisse. La Suisse, c'est de très très loin le pays le plus innovant d'Europe. Rien dans l'Union européenne, pas même en Allemagne. Donc c'est quand même un vrai problème. Et je ne veux pas choquer les catholiques, mais j'ai rien contre les catholiques. J'ai écrit un livre avec le ministre de la Culture du pape, le cardinal Ravasi. J'ai même une passion pour la théologie chrétienne, c'est pas le problème. Mais réfléchissez à ça, puis je vous laisserai avec cette parabole. 4 grandes spiritualités ont fait l'Occident. Pas 5, il y en a 4. Il y a Athènes et Jérusalem, il y a les Grecs et les Juifs. Athènes invente la démocratie, le rationalisme, la philosophie et au fond la science. Et puis Jérusalem invente le monothéisme et l'histoire sans fin. Chez les Grecs, l'histoire est cyclique. Chez les Juifs, elle est sans fin. Elle est messianique, utopique, améliorative en permanence. Athènes et Jérusalem, c'est la base. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est 2 chiures de mouches sur la carte, si je puis dire. C'est 2 petites cités de rien du tout. Et c'est les 2 piliers de la civilisation occidentale. Et puis, comme vous savez, le judaïsme accouche d'une secte juive qui s'appelle le christianisme. Jésus est évidemment un rabbin, c'est un grand juif. Et le christianisme va se scinder en 1517, c'est l'année anniversaire, entre catholiques et protestants, avec les fameux placards de Luther. 4 spiritualités. Juifs, grecs, catholiques et protestants. 3 d'entre elles sont archi favorables à l'innovation, à l'argent et à la réussite sociale. Pour un juif, pour un grec ou pour un protestant, l'argent c'est bien, la réussite sociale c'est bien, l'innovation c'est bien. Pour être généreux, il faut être riche, dit Aristote. Pour un catholique, il en va exactement à l'inverse. Globalement, la tradition catholique, notamment du catholicisme social, est très hostile à l'argent, à l'idolâtrie de l'argent en tout cas, au veau d'or, et ça s'inscrit dans une parabole qui est très importante, qui est la parabole du jeune homme riche. Le jeune homme riche, qui est un jeune juif extrêmement riche, va voir Jésus qui est un rabbin. Et d'ailleurs, il lui dit « Rabbi » dans le texte de l'Évangile, dans Matthieu, « Rabbi, que faut-il faire pour entrer au royaume ?» Et Jésus, réponse d'un rabbin à un jeune juif, lui répond immédiatement « Respecte la loi, le décalogue ». Réponse classique d'un rabbin à un autre juif. Et ce jeune homme dit « Mais un peu vexé, évidemment que je respecte la loi, sous-entendu je suis juif ». Et Jésus lui dit « Puisque tu respectes déjà la loi,
fais plus, va plus loin, et que tu es très riche, vends tes biens et distribue-les aux pauvres. Et le jeune homme riche s'en va en pleurant, parce qu'il ne se sent pas capable de se séparer de ses avoirs. Et c'est là que Jésus se retourne vers ses disciples et prononce une phrase que tout le monde connaît, mais que 99%, y compris des catholiques, prononcent de travers. Jésus dit à ses disciples, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat de l'aiguille, pas d'une aiguille, l'aiguille qui est une porte de la ville par laquelle les chameaux étaient obligés de se baisser pour passer. Il fallait même les décharger pour qu'ils puissent passer. Jésus n'est pas timbré, il ne parlait pas d'une aiguille, il parlait d'une des portes de la ville. Et cette parabole, elle va insuffler, traverser, inspirer toute la tradition catholique jusqu'à l'encyclique de François. Je parle évidemment du pape, l'encyclique de François, Laudato Si, qui est une encyclique absolument anti-libérale, anti-entreprise, anti-économique et anti-argent, évidemment. L'idolâtrie de l'argent, c'est le veau d'or. Et ben, je vais vous dire, vous vous souvenez, l'autre François Hollande, dans la campagne, il avait dit « Je n'aime pas les riches », vous vous souvenez ? Et il avait mis la barre à 4 000 €, ce qui m'avait fait un peu d'inquiétude. Et je n'aime pas les riches. Ben, je vais vous le dire, c'est très catholique comme phrase. Je n'aime pas les riches. Ben, c'est toujours le pognon des autres qu'on n'aime pas. Le sien, on se fait une raison. Non, mais hein, c'est un peu vrai quand même. Merci de votre attention, en tout cas. Luc Ferry. Et voilà. Merci pour la richesse de ces propos. Gentil à vous. Il nous reste une dizaine de minutes à profiter d'un échange potentiel avec vous. Je crois qu'il y a des micros qui vont pouvoir circuler dans la salle. Donc si vous souhaitez, avec les étudiants qui nous accompagnent et qui nous ont ouvert les portes tout à l'heure, si vous souhaitez vous exprimer, échanger, n'hésitez pas à lever la main rapidement pour le faire. C'est jamais évident. Après... Mais gentiment. Un exposé, bien oui, sûr, madame. Un exposé de ce type. Madame aux beaux yeux, si c'est bien vous. Oui, je vous reconnais, bien que dans le noir. Non, allez, le micro arrive. Ouais. Ça permettra de partager avec l'ensemble de la salle. Mais au fond de la classe. Allez-y. Ouais. Merci, Monsieur Ferry, parce que vous avez pu continuer 3 heures. Je crois qu'on aurait toujours été aussi passionnés. Vous êtes adorable. Non, c'est vrai. Je voulais vous poser une question parce que les questionnements que vous nous posez sur l'éthique par rapport au développement de toutes ces biotechnologies, etc., vous nous en parlez en connaissance de cause. Il y a eu des élections dernièrement. Oui. On a un nouveau gouvernement, ben c'est comme ça, il faut faire avec. Vous avez remarqué aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Et est-ce qu'ils en ont conscience, j'espère, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre des choses en place sur l'éthique et par rapport à ces biotechnologies? Et une petite, est-ce que vous pensez que durant ces élections, l'éthique a rejoint l'innovation? Écoutez, deux choses très très brièvement. Non, je ne pense pas que nos gouvernants soient au courant de ce qui se passe. Macron et Fillon sont les deux moins mauvais. Ils ne découvrent pas comme Sarkozy l'existence du Bon Coin pendant la campagne électorale et ils ne nous parlent pas de prise unique, ce qui est déjà une avancée considérable. Mais ils ne sont pas totalement handicapés du mulot. Mais quand un problème n'est pas présent dans l'opinion publique, les politiques ne s'en occupent pas, tout simplement. C'est ça le fond de l'affaire. Si le problème ne vient pas de la société civile et de l'opinion publique, les politiques ont autre chose à faire. Donc on va régler les questions, on va essayer de régler les questions du code du travail, du marché du travail, c'est très bien. La réforme des retraites, voilà, on va essayer d'avancer sur des sujets précis qui sont en effet des sujets très importants, mais sans englober ces points particuliers dans un projet global qui serait celui de savoir comment cette troisième révolution industrielle va s'inscrire dans le cadre de l'humanisme. Pour moi, c'est ça le problème de fond. Et quelle éducation donner à nos enfants par rapport à cette évolution qui va être beaucoup plus violente que les deux révolutions précédentes. Pourquoi elle va être beaucoup plus violente? Parce que l'intelligence artificielle permet à n'importe qui d'uberiser n'importe qui, n'importe quand. Il suffit de trouver l'idée, c'est tout. Et ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Donc posez-vous la question dans quelques domaines que vous soyez,
qui peut m'ubériser? Si les taxis s'étaient ubérisés eux-mêmes, Uber n'existerait pas. Voyez. Et donc, voilà. Et dans la campagne électorale, à mon avis, je ne vais pas développer ça. Moi, j'ai soutenu Fillon, je n'ai pas à m'en cacher, et je ne le regrette absolument pas. Mais franchement, ce qu'on lui a reproché, c'est un petit joueur par rapport à ses prédécesseurs. Mais bon, c'était epsilonesque. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, on ne va pas faire de politique ici, mais ça m'a désolé, parce que franchement, il n'a pas fait grand-chose. Allez, une autre question, remarque rapidement. On va récupérer le micro sur votre droite. Mademoiselle, sur votre droite. Hop, ici. Je pense que Richard Ferrand a fait bien pire. Mais bon. En fait, vous avez pris l'habitude de commenter l'actualité. Et donc, en plus de penser le monde... Je suis citoyen, je regarde ce qui se passe. Mais bon, voilà, deux poids, deux mesures. Non, on sent bien que cet exercice maintenant est devenu une habitude. Ah bah ça fait très longtemps. Absolument. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai juste 23 ans, donc un peu la pression de vous poser la question. Je vais pas me lever, j'ai le cœur qui bat et tout. Donc, trop mimi. Vous inquiétez pas, je ne suis pas méchant, contrairement aux apparences. Non, là-dessus, bon, j'ai pas du tout, du coup, la même approche face à tout ce que vous venez de dire que les gens qui sont à côté de moi. Ah. Vous parlez des enfants, moi je pense juste à demain, du coup, comment je vais m'en sortir. Enfin, en gros, tout ce que vous avez dit, ça me ramène à un film que j'ai vu il y a de ça 10 ans quand j'étais petit, qui m'avait un peu traumatisé, non? C'est Terminator. C'était très bien Terminator, j'adore. Mais franchement, j'ai l'impression que ce gars-là, il y a 10 ans, il pensait déjà tout ce que vous êtes en train de présenter. Le problème, c'est encore plus vieux qu'il y a 10 ans, Terminator. Le problème, c'est que le film, il termine mal, quoi. Oui, Terminator d'ailleurs. Mais non, c'est pas exactement la même chose. Si, ce qu'il y a de très vrai dans Terminator, c'est l'hybridation homme-machine, c'est le cyborg. Ça, on y arrivera très vite, d'ailleurs, dans des circonstances qui sont plutôt très positives. Je vous donne juste un exemple, parce que ne croyez pas que c'est entièrement négatif. Il y a des personnes qui deviennent aveugles autour de l'âge de 10 ans à cause d'une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Saloperie. Et ils deviennent complètement aveugles. Une firme allemande, un peu l'équivalent de Bayer, a inventé une petite puce électronique qu'on greffe derrière la rétine et qui permet à ces aveugles-là, pas aux aveugles-nés, mais à ceux qui ont déjà vu et puis qui ont perdu la vue. Ça leur permet de retrouver une vue certes grossière, mais suffisante pour prendre un objet sur la table, pour voir arriver une voiture. Ou, allez voir sur YouTube, c'est très intéressant, on voit une dame anglaise qui raconte comment elle a vu pour la première fois de sa vie le sourire de ses filles. Elle ne les avait jamais vues parce qu'elle avait eu des enfants en étant aveugle. Formidable. Alors c'est une vue grossière évidemment, mais quand même, formidable progrès. Et donc là, on est dans le cyborg, on est tout à fait dans le cyborg, et c'est pas forcément pour des motifs qui sont mauvais. Et je vous rappellerai, pour faire le contrepoint, que les Khmers rouges, ils ont massacré littéralement 2,5 millions de personnes sans aucune technologie nouvelle. Je vous rappellerai que la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait 60 millions de morts sans aucune technologie nouvelle. La première, 19 millions sans aucune technologie nouvelle. Les Hutus et les Tutsis, c'est entièrement la machette. Ils n'avaient pas besoin d'intelligence artificielle, ni naturelle d'ailleurs, pour être franc. Mais voilà, donc le vrai problème, c'est la saloperie humaine. Ce n'est pas la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, elle peut apporter des progrès extraordinaires. Moi, j'y crois beaucoup. Mais évidemment, si on tombe sur un docteur Folamour ou sur un Hitler ou Daesh, ça peut être une catastrophe. C'est toujours la même chose. Mais on n'a pas eu besoin encore d'attendre la troisième révolution pour que les humains se comportent comme des salauds les uns vis-à-vis des autres. C'est quand même notre problème à nous. Schopenhauer disait « Nous sommes comme des petits hérissons. Quand il fait froid, les petits hérissons se rapprochent pour se réchauffer, mais ils se piquent. C'est tout à fait nous. Alors ils s'éloignent et ils ont froid à nouveau. C'est toute l'histoire de l'humanité. Alors Luc Ferry, pour conclure ces différents échanges qu'on pourrait en effet prolonger des heures, vous avez parlé d'hybridation en machine, de l'université de la singularité créée par Google, vous avez parlé de l'intelligence artificielle longuement. Il y a donc une forme de remise en question importante de ce qu'est la définition de notre humanité et l'importance de la préciser. La première tâche du philosophe, c'est de penser son époque, dans cette époque qui va de plus en plus vite, qui est donc disruptive. Est-ce qu'on aura encore le temps d'écouter le philosophe penser et nous aider à penser pour définir cette humanité ? Vraiment, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que je suis beaucoup plus influent, au bon sens du terme,
par mes livres, par mes conférences, par mes interventions éventuellement dans le Figaro, à la radio, chez Radio Classique, que quand j'étais ministre. Parce que quand on est ministre, on est coincé, mes amis. On est coincé entre, d'un côté, la médiatisation, qui est un tourbillon dévastateur en permanence, et de l'autre côté, la mondialisation qui, même dans un secteur comme l'éducation nationale, fait que les questions budgétaires deviennent terrifiantes. La première chose que me demande Raffarin quand j'arrive à rue de Grenelle, c'est de supprimer des postes de prof. Moi qui connais la maison par cœur, je sais que si je touche un poste de prof, je suis mort. Voilà. Et donc, on peut faire des réformes après, mais pas commencer par ça. Et donc, on est constamment pris entre les exigences de la mondialisation, c'est-à-dire la réduction des budgets pour l'essentiel. Pour être compétitif dans la mondialisation, il faut réduire le poids de l'État et les charges sociales sur les entreprises, c'est une évidence. Bon. Et donc, si on veut réduire les charges sociales sur les entreprises, il faut réduire les dépenses de l'État, point final. Donc, la première chose que vous demande un libéral, c'est d'augmenter les taux d'encadrement dans les écoles, ce qui n'est pas une bonne chose. Bon. Et puis, de l'autre côté, la médiatisation. Vous avez vu que le Parisien a sorti avant-hier tout le programme de Macron, ce qui fout évidemment sa négociation avec les syndicats en l'air. En tout cas, ça la plombe un maximum. Et donc, la médiatisation est terrible. Vous êtes constamment pris entre deux tourbillons, entre deux lessiveuses. Et la marge de manœuvre est infinitésimale. Au bout de 2 ans, on s'aperçoit, on sort du ministère, moi je suis resté exactement 2 ans, on s'aperçoit que l'impuissance publique est quand même le phénomène majeur. J'espère que Macron réussira à légiférer par ordonnance, au moins pour qu'il avance. Voilà. Enfin, si tant est qu'il fasse des bonnes législations, mais sur le Code du travail et sur la réforme des retraites, ça me paraît plutôt bon. En revanche, la suppression des impôts locaux pour 80% des Français est une pure connerie, il faut le dire franchement. On va réétatiser les régions, on va dérégionaliser la France, déresponsabiliser les collectivités territoriales, c'est complètement idiot. C'est une mesure démagogique, débile. Donc voilà, j'espère que mon ami Bruno Le Maire pourra corriger le tir, mais enfin, c'est toujours difficile quand on a annoncé la créativité en période de campagne est toujours dévastatrice. Vous êtes revenu sur l'actualité, oui. La nôtre là, et au-delà, sur le rôle du philosophe. Ben, je vous dis, moi je pense, non, je vous ai répondu tout de suite, je pense être beaucoup plus influent, donc peut-être plus utile ou moins nuisible, soyons modestes, par mes livres qui sont au fond de la classe là-bas que par un engagement politique à proprement parler, parce que l'engagement politique à proprement parler, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes, voilà, on est comme un Esquimau dans son igloo. D'un côté, il y a le président de la République qui râle dès qu'il y a 3 personnes dans la rue, et puis parce que c'est son seul problème, Chirac, son seul problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Bon, il y aurait eu un championnat du monde de marche arrière, il l'aurait gagné. Bon, et donc, non, il faut être clair, quoi. C'était vraiment son problème. Cette époque-là de votre vie, et puis Sarko n'a pas été mieux. Vous a marqué. Je suis désolé, mais Sarko n'a pas été mieux, c'est pareil. On a eu quand même, voilà, toute une série de quinquennats, septennat, quinquennat, et puis encore avec Hollande, où franchement, il ne s'est rien passé du tout. Rien, mais rien. Voilà. Et ça, c'est quand même le vrai problème de la France. C'est pas entièrement de la faute des politiques. Je vous disais tout à l'heure, il y a probablement 70% de Français qui sont keynésiens, qui ne comprennent pas que ce qui tire la croissance et qui réduit le chômage, c'est l'innovation. C'est le fond du problème. Donc quand vous avez les boulets, Front National d'un côté, Mélenchon de l'autre, les Hamon et autres, les frondeurs, plus une partie même de, je continue à dire l'UMP exprès, qui est keynésienne, le type qui veut faire une réforme un tout petit peu libérale, un peu de politique de l'offre, un tout petit peu qui comprend que si le marché n'est pas un peu plus flexible, les chefs d'entreprise ont du mal à embaucher parce que c'est trop dangereux, qu'on ne peut pas se séparer de quelqu'un. S'il y a un peu de flexibilité, on n'y arrive pas. Voilà, la rue bloque immédiatement, et donc les chefs d'entreprise peut-être ne se rendent pas assez compte qu'eux, ils ne sont pas élus. Un politique, il est élu, ou en tout cas il est dans un gouvernement qui dépend d'une élection, et d'une certaine manière, il est obligé de tenir compte du peuple et de l'opinion publique, parce qu'on ne change pas de peuple. Vous pouvez virer quelqu'un quand il est vraiment très nul. Moi, je ne peux pas virer les élèves qui n'apprennent pas à l'école ou qui foutent le bordel. Voilà, on est obligé de faire avec, si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus difficile. Diriger la France, piloter un ministère est beaucoup plus difficile de ce point de vue-là. D'autres points de vue, c'est peut-être plus facile que diriger une entreprise. Je suis obligé de vous arrêter parce que l'heure tourne et je sais que vous avez d'autres obligations. Voilà. Je vais demander quelques applaudissements supplémentaires. Oh non, je vous en prie, non, c'est adorable, merci. D'échanger et de converser. Merci. Un grand merci à vous.
parce que l'heure malheureusement tourne et quelques obligations d'avion vont être ma foi très vite à votre porte. On va renvoyer évidemment vos ouvrages qui seront toujours disponibles au fond à l'effet de ce qui n'est pas une classe mais une salle. En tout cas, c'était avec un immense plaisir qu'on a partagé ce moment qui va se poursuivre maintenant autour de réflexions et d'échanges plus personnels si vous le souhaitez, soit avec les partenaires ici même, soit autour d'un buffet. L'échange étant, on l'a bien compris également, un des vecteurs ô combien importants souhaités par les organisateurs de cette soirée et quoi qu'il en soit défendu au travers de ces propos. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous et rendez-vous donc à quelques centimètres de là pour poursuivre celle-ci. Merci.